Bonjour de nouveau. Nous allons maintenant passer au deuxième volet de cette série de cours sur les tumeurs de la fosse postérieure de l'enfant, en parlant maintenant de la prise en charge de l'hydrocéphalie. Comme on l'a vu, l'hydrocéphalie, c'est une manifestation prédominante dans les tumeurs de la fosse postérieure et l'urgence, ça va être de traiter cette HTIC. Donc, la gestion de cette tumeur, de cette hydrocéphalie, elle va reposer sur la ventriculocysтерnostomie endoscopique chaque fois que c'est possible. Elle n'est pas forcément, pas forcément rédhibitoire quand il y a des métastases, à condition que les métastases soient limitées en sous-dentorielle. Ici, c'est un enfant qui avait une tumeur du V4. On voit que l'aqueduc est perméable, mais le plancher du V4, du V3 est abaissé. On a identifié des métastases, notamment au niveau spinal. On a fait une ventriculocysтерnostomie endoscopique en même temps que des biopsies de sa tumeur qu'on a pu prélever lors de l'endoscopie. Et il a été mis en chimiothérapie, rémission complète, et il n'a jamais nécessité d'intervention à ciel ouvert. Donc, c'est vraiment un double bénéfice chez ces patients. Alors, cette endoscopie, on la fera chaque fois que c'est possible, en urgence. On peut même la faire si la masse de la fosse postérieure plaque le tronc cérébral vers l'avant, comme on va le voir. Alors, dans certains cas, on peut être amené à faire plus volontiers une dérivation ventriculaire externe, en particulier chez un petit nourrisson chez qui la ventriculocysтерnostomie risque de ne pas être efficace, mais il faut alors qu'on soit en pré-op immédiat, qu'on ait un créneau opératoire d'un jour qui suit, parce que cette dérivation externe associée à des corticoïdes chez un petit bébé a des chances importantes de s'infecter. Et la valve, c'est une solution par défaut, mais qu'on tâchera d'éviter le plus possible parce que la valve, c'est une maladie à part entière et ce serait trop bête qu'on puisse guérir le patient de sa tumeur pour qu'il ait ensuite des problèmes de valve pendant le reste de sa vie. Et puis alors, aborder directement la tumeur, est-ce que c'est raisonnable? Moi, je pense que c'est souvent pas très nécessaire ni souhaitable parce que on a ouvert la fosse postérieure alors qu'on a une hydrocéphalie qui pousse, on provoque un engagement. On a des ventricules qui sont très larges et c'est quand même bien si on peut les laisser se détendre un peu pour éviter les problèmes d'hyperdrénage brutaux qu'on aurait avec la résection de la tumeur. Et puis, sur le plan de l'organisation pratique, ce sont des interventions lourdes, les enfants fragiles, et c'est bien d'être un peu, de pouvoir faire ça un peu plus à tête reposée, avec une équipe au complet et avec une bonne préparation par des corticoïdes. Donc, les valves, comme j'ai dit, c'est une solution par défaut. Malheureusement, parfois on n'y échappe pas. Donc, chez ces enfants qui sont porteurs d'une tumeur, que ce soit à la phase aiguë ou lors d'une réévolution, il faut vraiment se soucier de l'état cutané. Donc, quand ils ont déjà été opérés, déjà irradiés, la peau va cicatriser difficilement. Il y a un risque d'escarre sur la valve. Même dans une prise en charge précoce initiale, on a des patients qui sont sous corticoïdes, donc qui vont facilement, qui vont avoir du mal à cicatriser. Et le patient qui est sous chimio, ça peut poser un problème d'immunodépression, donc avec un risque d'infection augmenté, un risque hémorragique. Alors ça, on a notamment, c'est un cas de tumeur infiltrant du tronc cérébral qui était sous traitement par everolimus. Et on a révisé sa valve et ça a provoqué, semble-t-il, un saignement spontané dans la tumeur, qu'on n'a bien sûr pas touché lors de l'opération, mais semble-t-il que ce soit les variations de pression qui provoquaient cette hémorragie. Donc on va se méfier avec en plus les problèmes de cicatrisation dus aux anti-angiogéniques. Et puis, bon, on se pose la question quand même chez ces patients, parfois en cours d'évolution terminale, qui développent une hydrocéphalie, est-ce que c'est indiqué, est-ce que c'est justifié de faire une valve? Ça peut être justifié pour traiter les céphalées, bien que les céphalées, non, il y a d'autres moyens de les traiter, bien sûr, et, ou bien pour préserver leur vision. Donc tout dépendra de ce qu'on estime raisonnable en fonction de l'espérance de vie qui reste au patient. Alors, la ventriculocysтерnostomie, comme j'ai dit, en fait, elle est pratiquement toujours possible. Quand on a une tumeur de fosse postérieure, elle va pousser le tronc cérébral contre le clivus, mais en même temps, elle va étirer vers le haut le mésencéphale, ce qui fait que le plancher du V3, il est verticalisé. On voit ici, chez cet enfant, en agrandissant, on a quand même une fenêtre de presque 8 mm par laquelle on va pouvoir faire notre ventriculocysтерnostomie endoscopique. Et il faut tenir compte aussi de l'axe de vision qui est oblique en bas et en arrière, ce qui fait qu'on arrive à un angle d'attaque qui est tout à fait acceptable pour perforer ce plancher.
Et chez cet enfant qui a une tumeur de la fosse postérieure, la situation est encore pire. On a l'impression que c'est totalement tendu, qu'on ne pourra jamais faire la ventriculo. Pourtant, lors de l'endoscopie, on a trouvé un petit passage entre le clivus et le thrombus basilaire qu'on voyait très bien à travers le plancher. Évidemment, c'est un petit peu un pari qu'on a pris, mais qui s'est avéré payant. Alors, l'endoscopie, ça permet bien sûr de traiter l'hydrocéphalie en urgence, mais ça permet également de compléter le bilan d'extension. On voit ici sur cette vidéo, on voit des petits nodules là, qui tapissent les veines sous-épendymères. En fait, c'est une tumeur qui est métastatique. Et donc, les constatations endoscopiques, elles font partie intégrante du grading préopératoire de ces tumeurs. Et donc, on va tenir compte de ces informations qu'on a eues sur la ventriculocysternostomie en urgence lors de la RCP pour décider de la prise en charge oncologique. L'endoscopie, elle peut également se discuter dans une prise en charge secondaire, notamment au moment de la progression tumorale dans les tumeurs gliales infiltrantes du tronc cérébral, où on peut avoir une opportunité d'améliorer le patient par l'endoscopie plutôt que de faire de mettre une valve. Alors maintenant, les biopsies endoscopiques, moi j'ai mis ça avec un point d'interrogation parce que actuellement, les anapathes, ils ont besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir faire toutes les études de biologie moléculaire qui sont fondamentales pour le choix du traitement ciblé. Et les biopsies endoscopiques, elles sont quand même très limitées, même si on a des endoscopes maintenant plus volumineux qui ont un canal de travail de 2 mm qui permettent d'avoir des prélèvements plus conséquents. Malgré tout, ça reste quand même très difficile pour l'anapathe avec des prélèvements aussi petits. Alors ici, c'est un exemple d'une tumeur infiltrante du tronc cérébral, une petite fille de 10 ans qui a une ataxie, une instabilité, une paralysie du 6 bilatérale, des troubles urinaires également, il faut y penser. Et on a décidé de lui faire une ventriculocysternostomie endoscopique et, si possible, de faire une biopsie. Donc là, on a les constatations opératoires, on a les structures anatomiques qu'on a identifiées. Ici, on a perforé le plancher en utilisant les micro-ciseaux. Moi, j'aime bien utiliser les micro-ciseaux parce qu'on voit bien à quel moment on passe. Voilà, il y a double crack. Et puis, on met le neuroballon qui va nous permettre de dilater l'orifice. Et comme c'est un milieu parfaitement transparent, ça va nous permettre de voir ce qu'il y a de l'autre côté et de découvrir qu'il y a ici l'artère cérébrale postérieure et ici la tumeur. Et donc, on a décidé, puisque la tumeur était là et que le thrombus basilaire était derrière, d'essayer de faire une biopsie. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si facile. On est facilement dans un liquide qui est hémorragique. Malgré tout, on a fait notre biopsie et puis en post-opératoire, on voyait que ça ne saignait pas. On retrouve le tronc basilaire, la tumeur, et puis on a eu l'anapathe qui nous a dit qu'il n'y avait pas de tissu tumoral. Donc, on a quand même pris des risques sans aucun bénéfice finalement, mais on espérait pouvoir échapper à la biopsie stéréotaxique. Alors, la ventriculocysternostomie, elle peut avoir des complications, notamment dans des tumeurs de fosse postérieure où on a une hydrodynamique qui n'est pas forcément restaurée par uniquement l'endoscopie. Ici, on avait cet enfant dont la tumeur avait été opérée, elle était en rémission complète et elle a développé une fracture évolutive, puisqu'on a une lésion de l'os, de la dure mère et du cortex. Là, on a tous les ingrédients pour faire une fracture évolutive. Donc, ça a nécessité une reprise avec une plastie ostéodurale avec un retournement de volet suivant la technique classique. Donc, la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas trop coaguler la dure mère, c'est pas besoin qu'elle nécrose, et il faut essayer plutôt de faire une incision linéaire et de la suturer quand on peut. L'intubation de l'aqueduc, c'est une technique que l'on doit à Claude Laprat, une technique lyonnaise des origines de la neurochirurgie pédiatrique. Qui peut être bien utile quand on résèque de façon incomplète une tumeur qui infiltre l'aqueduc du sylvius. Ici, on a notre patient qui est la tête en bas, on a le V4 et on voit tout au fond du V4, il reste de la tumeur qui infiltre les parois de l'aqueduc, qu'on ne va pas chercher à retirer. Et on peut mettre en place un stent. Donc moi j'utilise un cathéter ventriculaire de valve. Alors, les cathéters coudés sont bien pratiques parce qu'on peut fixer simplement le coude à la dure mère de la fosse postérieure pour pas que le cathéter bouge, et puis mettre l'extrémité distale en la glissant dans la citerne latérobulbaire. Et sur l'IRM, on voit bien le stent qui est en place. On peut également mettre en place ce cathéter par voie endoscopique. Ici, c'est une petite patiente chez qui on avait
qu'on avait réopéré parce qu'il y avait une progression tumorale avec un V4 exclu et qu'on avait traité par une mise en place d'un stent en endoscopie. Donc voilà, en conclusion, l'hydrocéphalie, c'est une complication majeure des tumeurs de la fosse postérieure. Hein, c'est quelque chose qui est le mode d'admission aux urgences le plus fréquent. Les conséquences peuvent être graves, voire même fatales. Donc c'est vraiment une urgence, une grande urgence neurochirurgicale pédiatrique. Ça peut également faire partie de la prise en charge au stade de soins palliatifs. Et l'endoscopie, ça reste l'indication de premier choix et c'est devenu un standard de soins en urgence. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve bientôt pour la suite de ce programme.